Moi, c'est Kérine Ledoux, donc je suis actuellement étudiant en psychologie, je suis en master de psycho. Je suis hypnothérapeute, j'ai été formé à l'Arche, qui est une école d'hypnose tout simplement. Je suis aussi formateur en hypnose de rue, donc c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Ça fait 6 ans que j'en fais l'hypnose de rue, et donc je suis un grand passionné de tout ça. D'ailleurs, j'en parlerai un petit peu plus à la fin, mais si jamais ça vous intéresse de découvrir un petit peu l'hypnose de rue, même gratuitement, hors formation, on fait des choses régulièrement, des visioconférences en fait, entre hypno, où on justement on s'entraîne entre nous, on fait des séances, on débrief, et on fait la même chose avec des hypnothérapeutes. Donc voilà, c'est quelque chose qui est aussi possible. J'en parlerai un petit peu plus à la fin de la conférence. Alors du coup, en hypnose, donc moi je distingue ça, on va dire qu'il y a 4 pratiques qui ressortent principalement en hypnose. Donc l'hypnose de spectacle, je pense que c'est celle qui vient le plus facilement à l'esprit des gens qui ne connaissent pas trop le domaine. Donc un nom on revient très régulièrement, c'est Mesmer, on en entend très souvent parler. Donc il y a beaucoup de choses qui se font en hypnose de spectacle. Il faut savoir qu'il y a certaines choses parfois à la télé notamment qui sont faites avec des gens qui sont comédiens. Donc c'est vrai que des fois on a des réactions qui sont très très fortes, très impressionnantes. Moi quelque chose qu'on me demande souvent en rue quand je fais de l'hypnose dans la rue, c'est est-ce que c'est faux ou est-ce que c'est vrai finalement ce que fait Mesmer à la télé. Alors dans l'ensemble c'est de l'hypnose ce qu'il fait. Après il faut aussi prendre en compte quelques éléments, par exemple le fait que les gens qui viennent sont des gens qui viennent faire leur promotion de livres, de spectacles, enfin peu importe ce qu'ils font en fait, de leur domaine. Voilà, c'est ça en fait, mais c'est pas seulement de la réceptivité hypnotique pour le coup, c'est plus qu'ils viennent dans leur intérêt. Donc c'est aussi dans leur intérêt que ça marche et que ça fonctionne. Il y a ça, il y a le fait qu'il y a la pression un petit peu des caméras parfois qui peut intervenir, simplement il y a la pression du public aussi, hein, mine de rien, il y a tout le public qui regarde, parfois ils n'ont pas envie de décevoir l'hypnotiseur, il y a un petit peu toutes ces notions là qui font que là où des phénomènes passeraient peut-être pas forcément, ils vont un peu forcer le trait, et du coup parfois on peut se demander quelle est la limite entre hypnose et non-hypnose, en tout cas à ce niveau là. Mais en tout cas tout ce qu'il fait d'un point de vue technique c'est possible. Après, d'un point de vue éthique, on est d'accord ou pas, voilà. Ça, après, c'est vraiment libre à chacun et je vais pas faire de réflexion là-dessus, mais je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément OK avec ça, je pense que c'est un point de vue. En tout cas, un truc est sûr, c'est qu'en termes d'hypnose de spectacle, Mesmer il est bon puisque c'est le plus connu, donc d'un point de vue objectif, on peut dire que je pense qu'il a atteint ses objectifs en termes de notoriété. Ça, on ne peut pas lui renier ça. Après voilà, est-ce que c'est forcément agréable pour la personne qui est hypnotisée de faire tout ce qu'il propose? Je sais pas, en tout cas en hypnose de rue, normalement l'objectif, on va dire la mentalité majoritaire en hypnose de rue, ça va plutôt être de faire des choses pour le bien-être de la personne, enfin pour des choses positives, pour s'amuser en fait, passer un moment ludique avec le sujet, ce qui va peut-être être un peu moins le cas en spectacle. Mais c'est pas forcément incompatible. J'ai oublié de le dire tout à l'heure quand je me suis présenté, mais je fais aussi un petit peu de spectacle parfois. Et j'ai vu d'autres hypnos de spectacle le faire aussi. Et je pense qu'il y a plusieurs moyens d'impressionner les gens. On peut le faire, on peut les impressionner un petit peu par la peur, enfin indirectement, ou par le côté waouh, c'est vraiment dingue là, on dirait qu'ils contrôlent les gens, qu'ils manipulent, tout ça. Mais je pense qu'on peut aussi impressionner les gens en les faisant rêver, en fait, en leur donnant envie d'être sur scène pour qu'à la fin du spectacle, finalement, ceux qui regrettent un petit peu, ce soit au final les gens qui ne sont pas montés sur scène plutôt que d'être montés sur scène, quoi. Donc tout ça pour dire que voilà, dans un premier temps il y a l'hypnose de spectacle, je pense qui est très connue. L'hypnose thérapeutique qui est de plus en plus connue, qui commence à arriver un petit peu partout. En hypnose thérapeutique on peut faire vraiment plein de choses. Après il y a d'autres vidéos sur le sujet, mais comme on fait une rapide présentation, je débriefe un petit peu tout ça. En hypnose thérapeutique, donc on peut accompagner énormément de problématiques comme tout ce qui va être les addictions, les phobies, tout ce qui va être mal-être en fait de manière générale. Ça peut être des deuils à accompagner ou ce genre de choses. Il faut bien faire la différence entre un hypnothérapeute et un médecin, même s'il y a des médecins hypnothérapeutes, mais il y a ce qui appartient au médical et ce qui appartient à l'hypnothérapie. Je pense qu'il y a des lignes des fois qui sont importantes de rappeler. Notamment sur des problématiques comme je sais pas, la dépression, l'addiction. On ne soigne pas en fait sous hypnose, et donc on va pas venir remplacer des médicaments ou des traitements médicamenteux que les gens sont en train de prendre, et on va faire attention aussi à pas faire de séances sur des gens qui ont des problématiques psychotiques. Après ça c'est du jargon tout ça, mais voilà, il y a certains cas où on ne va pas forcément faire de séances, notamment sur tout ce qui est psychiatrique en fait. De manière générale, on évite de mêler, sauf quand on sait ce qu'on fait, mais en tout cas, en général... Quelqu'un bipolaire, je t'en occupe pas, quoi. On va éviter de faire des séances d'hypnose sur les bipolaires et les schizophrènes par exemple, ouais. En tout cas,
tant qu'on sait pas ce qu'on fait, on fait pas quoi. Donc ça c'est voilà, au niveau de la thérapie. Il y a aussi une pratique que moi je trouve très intéressante et qui est énormément ignorée, je trouve. Enfin beaucoup de gens en tout cas, c'est l'auto-hypnose. D'ailleurs, très souvent il y a des gens qui nous demandent mais tu peux t'hypnotiser tout seul et t'as pas peur de pas te réveiller. En fait, c'est une question qui revient très souvent et c'est compréhensible. C'est vrai que de l'extérieur, on a l'impression que les personnes dorment, on a l'impression qu'elles sont contrôlées en quelque sorte par quelqu'un. Mais en fait, quand on en apprend un peu plus sur l'hypnose et qu'on se rend compte que c'est plus apprendre soi-même à se servir de son cerveau et aller dans des états qui nous permettent de faire des choses qu'on n'est pas capable de faire le reste du temps. Déjà c'est quoi l'hypnose de rue, le principe de l'hypnose de rue? Donc on dit de rue, mais on n'est pas obligé d'en faire dans la rue. En fait, je pense que c'est plus vaste que ça, puisque d'ailleurs il y a beaucoup d'hypnose de rue quand on leur parle qui disent oui, moi je fais l'hypnose de rue, mais alors pas forcément dans la rue, hein, plus en soirée ou avec des amis. Voilà, c'est quelque chose qui revient très souvent. Donc en fait, le principe, c'est un petit peu d'hypnotiser n'importe qui, n'importe où. N'importe quand, donc toujours dans des conditions sécurisées bien entendu, et tant que la personne en a envie évidemment. Mais vraiment l'hypnose de rue, voilà c'est ça, c'est de faire découvrir l'hypnose, de démystifier un peu tout ça, de balayer tous les clichés qu'on va commencer à balayer ensemble juste là. Et le but voilà, c'est de faire découvrir et de partager une passion, je pense. En tout cas, moi c'est comme ça que je le perçois. Après voilà, je doute pas que comme en hypnothérapie il y a plein de pratiques différentes, de la même façon en hypnose de rue il y a sûrement des gens qui pratiquent autrement. Mais en tout cas moi quand je fais l'hypnose de rue et tel que je l'enseigne, c'est ça, on démystifie l'hypnose, on en profite pour passer un bon moment avec la personne, lui faire découvrir un petit peu ce qu'on peut faire autour de l'hypnose. D'ailleurs je parle de démystifier, mais parfois c'est même pas le cas en fait. Parfois la personne ne vient pas chercher ça, parfois elle vient juste passer un moment pour s'amuser ou être détendue. Donc le pré-talk en fait c'est la partie quand on fait une séance d'hypnose, on commence toujours par un moment où on fait exactement ce que je suis en train de faire là. C'est-à-dire qu'on explique un petit peu ce que c'est que l'hypnose, on démystifie. Donc c'est plus court souvent, hein, mais voilà, cette phase-là, le pré-talk, c'est un truc qui est hyper intéressant. Et quand tu fais l'hypnose de rue, tu apprends à faire un pré-talk avec n'importe qui. Tu apprends à faire un pré-talk dans la rue avec le policier qui vient pour te dire qu'est-ce que vous faites là, c'est un petit peu bizarre. Enfin, tu apprends vraiment à faire du pré-talk avec tout le monde. Et je pense qu'en cabinet d'hypnothérapie, ça c'est hyper intéressant derrière. On apprend aussi à rebondir beaucoup un petit peu sur tout ce qui va être dit. Donc même quand les éléments sont pas forcément ce qui Enfin, ça peut être des éléments qui sont assez surprenants, on va dire des choses qu'on n'attend pas, puisque dans la rue on a de tout. Je pense que c'est intéressant pour le contact avec les gens. Le pré-talk et le discours pré-hypnotique qu'on fait en hypnose de rue, on ne se contente pas de le faire à la personne qu'on hypnotise. On le fait aussi à tous les gens qui sont autour, afin que tout le monde l'entende. Et que du coup, on n'est pas le gros dur qui nous rentre dedans dès qu'il y a quelque chose qui lui paraît un peu suspect. Donc les fusibles, c'est un petit peu, vous savez, les mousquetons de sécurité de l'hypnose, qui ferait que, chaque fois, un peu comme à l'escalade, vous savez, qui ferait que on va mettre en place des choses qui vont faire que tout va se passer au mieux pour la personne, afin qu'elle vive l'expérience de la manière la plus positive possible et de la manière la plus agréable possible, en fait, pour elle. Et donc en fait il y a ces petits fusibles qu'on met, donc cette façon qu'on a de parler qui va faire que tout va bien se passer, fait que à la fin je pense en tout cas que c'est ça qui fait que la personne s'en rappelle, puisque tout simplement je le dis au début de la séance que la personne va s'en souvenir, et puis même à la fin de la séance je lui rappelle un petit peu ce qui s'est passé pendant, et puis je fais en sorte que ça reste au niveau des pensées. Alors je dis évidemment que c'est la personne qui le fait, hein, moi je fais que lui suggérer en parlant. Je me souviens d'une fois où j'avais fait ce qu'on appelle donc une catalepsie en hypnose. Une catalepsie, c'est quand il y a des muscles qui sont immobilisés. Donc une catalepsie, ça va être typiquement... donc je sais qu'il y a plusieurs façons d'interpréter ce terme, mais en hypnothérapie des fois on dit autrement, mais en gros en hypnose de rue, catalepsie, ça veut dire la main elle est bloquée, le corps il est figé dans une position, on n'arrive plus à ouvrir les paupières ou ce genre de choses. Alors la catalepsie, il faut bien comprendre qu'il y a... Quand on dit on ne peut plus bouger les pieds, c'est relatif. En fait, en hypnose, puisque c'est votre inconscient, votre cerveau, votre imaginaire, c'est vous qui choisissez ce que vous voulez vivre ou non. Donc, quand vous avez les pieds collés dans le sol, par exemple, ils sont collés, mais s'il y a un danger, s'il y a une voiture qui arrive, s'il y a n'importe quelle chose qui devrait vous sortir de la situation, évidemment que vos pieds vont se décoller. Puisque c'est comme s'il y avait une sorte de fusible un petit peu automatique dans votre cerveau à la base qui faisait que vous revenez à la réalité en fait. Mais vous y êtes déjà finalement dans cette réalité, c'est juste que vous avez rajouté des éléments dans votre imaginaire, et ces éléments vous êtes tout à fait capable de les enlever comme vous êtes capable de les avoir mis. Et
Donc moi j'avais commencé à maîtriser bien les catalepsies et je collais mes mains sur un mur. Et c'est super marrant parce que j'étais très conscient de ça, donc je connaissais toutes les bases de l'hypnose, je savais que ma main n'était pas réellement collée. Et pourtant quand je forçais dessus, j'avais vraiment l'impression que ma main était bloquée au mur. Toi, en auto-hypnose, En auto-hypnose, tu veux ouais, dire? c'est ça, en auto-hypnose. Et du coup, c'est là qu'on voit que l'inconscient est malin, enfin la partie inconsciente qui gérait ça en tout cas était plutôt maligne, puisque j'avais les mains tellement collées en fait sur le mur qu'au bout d'un moment j'étais vraiment persuadé qu'elles étaient accrochées, donc j'ai essayé de me hisser sur le mur parce que tu sais, t'as vraiment la sensation que quand tu tires sur ta main, elle est bloquée. Et donc au moment où forcément, voilà, inévitablement, je me suis un peu éclaté par. je suis tombé, je me suis pas fait mal, mais ça veut dire que je suis un petit peu tombé immanquablement. Et du coup, ça m'a sorti, je me suis dit oui, non, forcément. Mais c'est vraiment parce que t'as tes sens qui te disent ta main est collée, donc vraiment t'as l'impression qu'elle est bloquée. Et en même temps, tu te dis. Enfin, je veux dire, j'ai juste posé ma main sur le mur il est pas plus collant que la minute d'avant, quoi. Mais c'est super intéressant de voir que, logiquement, tu fais des déductions et tu te dis, mais si ma main elle est bloquée et que quand je force vers l'arrière, je sens une résistance, je vais tester cette résistance. Du coup, donc c'était une petite anecdote de quand j'avais commencé l'auto-hypnose. Je savais pas qu'on pouvait se faire ça en auto-hypnose. On peut faire beaucoup plus que ça en auto-hypnose. Là, je vais développer un petit peu tout ce qu'on peut faire, mais enfin, tout ce qu'on peut faire. C'est pas exhaustif, il y a toujours beaucoup d'autres choses qui sont possibles. Je pense que c'est à chacun d'explorer un petit peu ça. Les seules limites, c'est son imagination. En fait, je pense que les limites, on pourrait presque imaginer qu'elles sont un peu proches de celles du rêve. Vous savez, dans un rêve, vous pouvez... en fait, les seules limites, ça va être votre imagination. Donc vous pouvez faire à peu près tout ce que vous voulez. Si vous voulez changer le décor, voler, avoir des hallucinations d'à peu près tout. Dans un rêve, c'est possible. D'ailleurs, il y a des techniques de rêve lucide. Je ne sais pas si ça parle à certaines personnes ici. Mais les techniques de rêve lucide permettent à un certain niveau, quand on les gère bien, d'aller faire un petit peu tout ce qu'on veut dans son rêve. Très proche. Moi, je fais la comparaison souvent dans mes pré-talks un peu pour développer les plus gros phénomènes de l'hypnose. On parle souvent de la comparaison du sommeil et de l'hypnose. Pour moi, le rêve et l'hypnose et les plus gros phénomènes hypnotiques, on les retrouve dans les rêves. On est complètement ça. Le corps, lui, est endormi, inerte, en catalepsie totale, et l'esprit est associé à des nouvelles sensations kinesthésiques, auditives, changement d'identité, de réalité, distorsion du temps. Pour moi, tu retrouves quasiment tout. Hein. C'est très bien. Très d'accord avec cette comparaison. Ça fait un peu penser, moi, tu sais, maintenant ils font des trucs de réalité virtuelle, tu sais, les lunettes dans lesquelles tu es complètement immergé dans un monde. Et donc il en existe différents types, donc je sais plus, je crois qu'il y a réalité augmentée et réalité virtuelle. Et donc il y en a un des deux, c'est... Enfin, voilà, je sais plus la nomination, peut-être que tu connais... Ouais, la réalité augmentée, en fait, c'est quand tu as l'image de la réalité et qu'il y a des objets virtuels qui sont ajoutés dedans. Voilà. Et après, la réalité virtuelle, c'est quand tu es immergé dans un monde virtuel. C'est ça. Et du coup, moi je trouve que c'est très bien comme... ces deux systèmes, finalement, on pourrait les prendre un petit peu en hypnose. C'est-à-dire que tu peux très bien, comme tu disais tout à l'heure, Olivier, avoir les yeux fermés, être en mode complètement donc catalepsie totale du corps, on bouge plus, on vit juste des phénomènes complètement imaginaires où on va se sentir, je sais pas, voler et puis s'envoler au-dessus des toits de Paris, monter jusqu'aux étoiles. Enfin, on peut imaginer un peu n'importe quoi derrière. Où on peut avoir des phénomènes qui vont venir se greffer à la réalité en quelque sorte. Où là, on va interagir avec ce qui nous entoure dans notre décor, donc toujours de manière sécurisée évidemment, mais en interagissant avec tout ça, on va y ajouter des événements ou des phénomènes hypnotiques. Je pense par exemple à l'autre fois une personne à qui je faisais des hallucinations et du coup la personne venait soulever en tout cas elle avait l'hallucination de soulever des objets par la pensée, donc elle voyait bien la chaise qui soulevait, ou même les gens en fait, elle les soulevait par la pensée, donc en fait c'est un mix des deux finalement, on utilise la réalité, on s'appuie dessus et puis on utilise les hallucinations derrière pour aller jouer avec tout ça. Du coup, en hypnose de rue, voilà, il y a ça qui est possible, mais il y a plein d'autres choses. Donc, on va dire qu'en termes de découpage de phénomènes, il y a très souvent les mouvements qu'on appelle des mouvements idéomoteurs. Donc, c'est des mouvements dans tous les sens du corps. Hein. Après, ça peut être le classique, je pense, celui qu'on voit le plus à la télé, c'est celui des doigts, vous savez, les doigts qui se rapprochent. Bon, allez, on va dire que celui-ci, c'est celui que j'aime le moins. Bon, c'est pas parce qu'il est... Il y en a beaucoup qui résistent à ça. Mais en fait, il est particulier celui-ci, puisque celui des doigts aimantés, de toute façon, musculairement, tes doigts se rapprochent si tu les relâches. Moi, j'aime pas trop parce que j'ai l'impression qu'on triche, et alors, ça a une utilité. Bon, on va dire que je l'aime bien. Il y en a qui le connaissent aussi. Hein. Il y en a qui le connaissent, et puis, il y a un côté, comme musculairement, tes doigts vont se rapprocher, donc l'intérêt, c'est que si ça se rapproche pas, tu vois bien que la personne, elle résiste consciemment et qu'elle n'est pas dans le lâcher-prise. Donc ça te donne une certaine indication sur le fait que, par exemple,
t'as pas bien démystifié l'hypnose, ou t'as pas tout à fait ajusté ce qu'on appelle le pré-talk, dont on parlait tout à l'heure, le truc en amont. Donc ça, c'est intéressant. Après, moi, ce que j'aime moins, c'est que si avant même que tu lui dises, la personne te dit « Oui, mais c'est normal que mes doigts se rapprochent, si je les relâche, ils se rapprochent », j'ai l'impression un peu que, tu sais, c'est comme si tu trichais, tu vois, quelque part. Et bon, après, ça, c'est vraiment... Enfin, c'est un point de vue, c'est un avis personnel sur une technique donnée en hypnose. Voilà, c'est propre à chacun. Je pense que, en tout cas, je commence toutes mes séances par, on le fera ensemble tout à l'heure, et même les gens qui regardent la vidéo pourront le faire s'ils le veulent de chez eux. On fera un phénomène tout simple de mains qui se rapprochent, afin que vous puissiez sentir un petit peu ce que ça fait. Moi, je commence toutes mes séances par celui-ci. C'est mon petit phénomène de base. C'est la seule trame que j'ai qui est en commun avec toutes mes séances, parce qu'après ça varie énormément. C'est les mains aimantées. C'est le truc que je commence. Voilà, j'aime bien commencer comme ça montre aux gens. Je leur montre qu'ils ont le contrôle, qu'ils sont capables de faire le truc, qu'ils sont capables de l'arrêter. Enfin, je trouve que c'est une bonne illustration, et puis il n'y a pas besoin de faire tout un gros truc avant. En fait, on peut se permettre de simplement juste demander à la personne tend les bras, ouvre les doigts, puis on est parti. Du coup, donc il y a les mouvements idéomoteurs, il y a donc le fait d'avoir le corps un petit peu figé, tout ça, avoir donc des catalepsies. Il y a les amnésies. Les amnésies, c'est un grand classique en hypnose. D'ailleurs, c'est tellement un classique qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent souvent oui, mais à la fin de la séance, on se souvient plus de ce qui s'est passé. Alors, d'où ça vient ce truc-là à la base, bon, ça vient plutôt du fait que dans certains états hypnotiques, dans un certain état, qu'on appelle l'état somnambulique, mais après ça, c'est voilà. Dans un certain état hypnotique, il y a régulièrement une amnésie spontanée. En fait, c'est même la définition c'est même une des définitions de l'état somnambulique. Et je dis une des définitions parce que, en fait, en hypnose de rue et en hypnose thérapeutique, des fois on emploie les mêmes mots, mais pas pour exactement les mêmes choses. Donc, une des définitions de cet état somnambulique, qui est un état dans lequel, en fait, tous les éléments qui vont venir nous entourer tous les éléments qui sont hypnotiques vont s'ajuster pour créer une sorte de nouvelle réalité. On est un petit peu dans pour le coup, la réalité virtuelle, c'est ça? On est un petit peu dans la réalité virtuelle, comme dans le rêve, où finalement tout ce qui va venir, donc si je sais pas, admettons que vous soyez dans cet état somnambulique, vous êtes en transe, et au moment où vous êtes dans cet état, il y a une personne qui passe dans un couloir et on entend les talons de la personne qui marche sur le couloir. Vous entendez les bruits de pas. Et la personne, à ce moment-là, est dans un jardin, dans sa transe, dans son imaginaire, elle est dans un jardin. Et donc la personne pourrait très bien, c'est un exemple, hein, c'est pas forcément ça qui arrive, mais elle pourrait très bien vous dire oui, j'entends ce bruit parce que vous lui avez fait remarquer. Et si vous lui demandez ce que c'est ce bruit, elle va l'adapter à sa nouvelle réalité. Et s'il n'y a que de la pelouse partout, elle pourrait très bien vous dire qu'il y a des gens qui sont en train de faire une partie ping-pong pas loin, même si vous aviez jamais parlé de table de ping-pong. En fait, l'idée c'est qu'elle va, voilà, à tous les nouveaux éléments qui vont venir être apportés, elle va les ajuster à sa réalité du moment. C'est une des définitions de l'état somnambulique, je trouve. Elle est un petit peu spécifique, voilà, c'est pas forcément nécessaire de retenir ça, mais en tout cas, dans cette définition-là de l'état somnambulique, il y a le fait qu'il y ait une amnésie spontanée. Donc spontanément, à la fin de la séance, sauf éventuellement certaines indications contraires, mais ça, après, il y a des débats autour de ça, mais en tout cas, logiquement, vous êtes censé oublier, on va dire, ce qui se passe à la fin de la séance. Le fait est qu'en hypnose de rue, donc on a régulièrement des gens qui sont dans un état qu'on appelle somnambulique, avec nos définitions à nous, mais passons. Et à la fin, en fait, c'est vrai que si on ne dit rien, il y a parfois des personnes qui oublient l'ensemble de la séance. Quand je fais l'hypnose de rue, en tout cas c'est ce que je cherche à mettre en avant, pour moi l'hypnose c'est une sorte d'hyper-éveil, où on va apprendre à se servir de capacités qu'on n'avait pas jusque-là. Donc oui, on va apprendre à coller ses pieds. Oui, on va apprendre à utiliser ce mécanisme d'oubli de sorte à, par exemple, oublier temporairement des chiffres, ou oublier temporairement son prénom. Alors, on dit que c'est oublier, oui, c'est oublier. Je pense que c'est un peu plus comme si on cachait le prénom, finalement, à une partie consciente. Comme s'il y avait une partie inconsciente, vous savez, qui venait un petit peu cacher le prénom, comme si on mettait notre main devant. Donc le prénom, il est toujours là. Évidemment qu'en quelques instants, en quelques paroles, on va pas faire disparaître complètement un prénom, et puis si on s'en va, la personne, elle reste comme ça, et puis elle se rappellera plus jamais son prénom, ça marche pas comme ça. Je pense que sinon, si on était capable de faire ce genre de choses, qui allait à l'encontre de la volonté de la personne, à mon avis, aujourd'hui, tous les hypnotiseurs seraient milliardaires, hein, je pense. Il suffirait d'aller à la banque et de faire quelques suggestions à nos banquiers, et puis quelques chiffres qui changeraient sur l'écran. Enfin, voilà, si ça marchait comme ça, je pense que ça se ferait, et ce serait depuis longtemps utilisé dans ce sens-là. Alors qu'en fait, là, voilà, d'ailleurs, on l'entend bien, hein, quand on dit qu'en hypnose, on parle de suggestion.
Suggérer, c'est pas ordonner, hein, c'est pas imposer. Suggérer, c'est une suggestion. Tu prends ou tu prends pas. La suggestion, c'est à toi que revient le choix de finalement aller l'accepter et la vivre, ou de ne pas l'accepter et de ne pas la vivre. Donc on peut oublier des choses, mais alors le mécanisme d'oubli, on pourrait se dire, ouais bon, ok, je vais oublier un chiffre, peut-être qu'il y a certaines personnes à qui ça fait pas envie d'oublier un chiffre, parce que, je sais pas, parce qu'ils ont un certain attachement au chiffre. Du coup on peut leur proposer d'autres choses pour tester le mécanisme d'oubli, et moi il y a une de mes suggestions qui est, je pense que c'est ma suggestion préférée celle-ci, c'est ce qu'on appelle le pause lecture. Alors là, s'il y a des hypnodrues qui entendent ça, bon évidemment ça résonne. Le pause lecture, qu'est-ce que c'est? C'est simplement le fait d'oublier à un moment donné entre deux mots. Donc par exemple, on va dire le mot pause, ça va être comme un ancrage, un marqueur, et on va dire le mot lecture, et entre les deux, la personne va oublier tout ce qui s'est passé. Et puis, donc en fait, ça va donner des choses assez marrantes quand par exemple on veut faire des tours de magie à la personne. On peut très bien lui apprendre à se téléporter en faisant des pauses lecture. On va dire le mot pause, on se déplace, lecture, et la personne, pour elle, vous êtes déplacé instantanément. Donc il y a un côté waouh, qu'est-ce que. Et ce genre de choses, donc on peut lui apprendre, nous en se téléportant, mais on peut émerveiller complètement les gens en lui disant est-ce que ça te dirait à toi d'apprendre à te téléporter? On va demander à quelqu'un, voilà, ferme les yeux et puis imagine que là tu marches sur du sable. Tu es en train de marcher sur du sable, donc tu as le sable chaud sous tes pieds. Vous voyez déjà là, il y a une projection en fait dans ce que je viens de dire. Parce que je commence à dire, imagine que tu es en train de marcher sur du sable, et puis après je dis, donc voilà, et là il y a le sable chaud sous tes pieds. Alors ça paraît anodin comme ça, mais peut-être que la personne elle s'imaginait de nuit, au bord de la mer, avec du sable froid sous les pieds. Et donc en fait, juste ce petit détail qui vaut presque rien, c'est pas grand chose dans une phrase dite comme ça. Je pense qu'en hypnose, non seulement ça peut faire sortir un petit peu la personne de son expérience, si on en fait plein, des projections. Donc ça c'est plus d'un point de vue technique pour les hypnotiseurs de rue. Mais parfois ça peut être gênant si l'hypnotiseur fait des projections un peu plus grossières et que le fait que la personne soit dans un état, le sujet soit dans un état un peu modifié de conscience, et donc peut-être plus apte à recevoir certaines suggestions, et que l'hypnotiseur se met à faire des projections sur la façon de fonctionner de la personne, ou par exemple qu'elle va dire bah voilà du coup c'est que t'es pas réceptif parce que t'es trop analytique pour être réceptif. Il y a des gens qui disent ça, des fois il y a des hypnotiseurs qui disent ça à d'autres, à des sujets, voilà, t'es trop analytique du coup t'es pas réceptif. La personne derrière va se raconter une histoire. Et là, l'effet nocebo dont on parlait tout à l'heure, le fait qu'elle va s'en convaincre toute seule et que ça va donner un effet, on va bien le voir parce que si tu reprends la même personne et que tu la mets face à un hypnotiseur qui débriefe pas ça, qui le sait pas, donc qui peut pas enlever la fausse croyance qui vient de se créer, la croyance limitante en tout cas, si cette croyance limitante elle n'est pas balayée, ça peut bloquer toute une séance d'hypnose. Et ça peut bloquer une séance d'hypnose de rue, donc là à la limite, la personne ne va pas passer le bon moment qu'elle aurait pu passer, mais bon, c'est pas forcément trop gênant. Mais ça peut être même gênant en hypnothérapie éventuellement. Ou là, faire des projections serait encore plus dérangeant peut-être. Mais... Je n'ai pas d'expérience avec l'hypnose, mais je sais qu'on peut on peut très bien vivre quelque chose à travers une œuvre artistique ou quoi, et être traumatisé ou vivre une situation qui ne nous arrive pas forcément, et être traumatisé. Est-ce que tu penses qu'en hypnose, il y a le même danger, plus, moins, et est-ce que c'est pas aussi un argument pour les fusibles et du coup l'éducation du... Moi je pense que c'est important de mettre des fusibles, et du coup forcément ça éviterait ça. Après, je connais pas d'exemple de ça, tu vois. Je connais aucun cas où c'est arrivé quelqu'un qui se retrouve vraiment traumatisé après une séance. Et pourtant Mesmer il a fait des trucs sur scène, tu vois. Et après les gens... non mais en tout cas j'en ai entendu qui sont allés en cabinet, en mode voilà, il m'a pas bien réveillé, il m'a pas bien sorti de la séance, tout ça. Mais c'est parce qu'aussi il faut remettre un peu dans le contexte, c'est-à-dire que Mesmer il va prendre sur, je sais pas, des salles de 2000, 3000 personnes, 4000 personnes des fois quand il fait des grands spectacles. Il va prendre les gens qui sont extrêmement réceptifs dans le lot. Il leur fait une séance où il met presque pas de fusible et il leur fait faire des trucs, il les met en temps de guerre et tout, enfin tu vois c'est des trucs quand même. Et c'est sûr que je pense que dans toutes les disciplines, dans tous les domaines, des médecins, il y a des médecins qui ont fait des trucs et pourtant aujourd'hui la médecine c'est quand même très répandu et c'est plutôt bien vu, encore que bon, ça dépend, mais de manière générale tu vois c'est plutôt bien vu. En psychologie, en psychiatrie, enfin, quand tu penses à l'institut de Bethléem, je sais plus, mais en Angleterre là où c'était un truc, c'était des centres de torture quoi, enfin tu vois, et aujourd'hui ça a complètement évolué, c'est complètement différent.
les séances d'hypnose de manière générale, je me dis que c'est vrai qu'il y en a quelques-uns, tu vois, de rares exceptions qui font des. Enfin, il y a quelques hypnos qui font des hypnoses pas trop éthiques, mais en général, déjà, ils n'ont pas des résultats foufou, je trouve. Enfin, leurs résultats sont pas dingues. Et même quand ils font des séances qui sont pas bonnes, bah, le mieux qu'on puisse faire, c'est faire des bonnes séances à côté pour éduquer les gens. Parce que quand tu as eu une séance par un bon hypno ou par un hypno qui est éthique en tout cas, derrière, si tu tombes sur un hypno qui veut te faire n'importe quoi, ça marchera beaucoup moins que quelqu'un qui n'est pas éduqué et qui ne connaît pas. En fait, on t'apprend à faire de ton cerveau, on t'apprend à faire des choses avec des outils qu'on a, et une fois que tu sais le faire, on ne sait plus faire n'importe quoi. Et puis un bon outil, un hypno qui passe les fusibles en début de séance en disant que les mauvaises suggestions, les choses qui ne parleront pas, il ne les prendra pas, on les gardera pour les fois d'après. Clairement. Il y a une notion qui est intéressante, je pense, à prendre en compte, c'est qu'il y a une capacité d'entraînement à la transe qui existe et qui est bien réelle. Alors là, pour le coup, je peux parler vraiment en récit de première main, puisque, comme je vous disais tout à l'heure, quand j'ai commencé l'hypnose, j'étais nul quoi, en termes d'hypnotisabilité, de réceptivité, si on peut parler de ce terme. J'arrivais pas à vivre quoi que ce soit. Je trouve ça intéressant parce que du coup j'ai réussi à dépasser mes résistances par rapport à ça, à me débloquer. Et maintenant je peux vivre des trucs qui sont absolument fantastiques en hypnose, et notamment m'auto-anesthésier ou faire ce qu'on appelle un signaling, quand on demande à l'inconscient de répondre par des oui ou par des non. Vous savez quoi, si vous êtes ok, là on pourrait faire ça, on pourrait faire tous des petits mouvements idéomoteurs. Donc même les gens qui regardent la vidéo, si vous en avez envie, vous pouvez vivre aussi ces petits mouvements idéomoteurs. Quelque chose de très simple. Hein. L'idée ça va être, comme je vous l'ai expliqué, de juste être actif en fait en termes d'imagination. Donc tous ceux dans le slide qui veulent le faire, vous pouvez aussi. Donc simplement, si vous pouvez juste vous installer confortablement. Ça fait chaque fois sourire ça. C'est comme si les gens n'étaient pas installés confortablement. Et une fois que vous êtes installé confortablement, simplement de regarder droit devant vous, prendre une grande inspiration et d'expirer complètement. Super. Puis encore une fois, une grande inspiration, vraiment grande, et d'expirer complètement. Génial. Tant que vous allez tendre les bras devant vous, puis tendre les doigts, resserrer les doigts, puis mettre les paumes face à face. Vous allez imaginer qu'on place un aimant là, et puis un aimant là. Simplement qu'il y a un aimant qui est placé à l'intérieur de chacune des deux mains. Et juste au moment où je vous dirai top, parce que là je vois qu'il y en a qui ont déjà leurs mains qui commencent à se rapprocher, mais attendez un petit peu s'il vous plaît. Puis au moment où je dirai le top départ, simplement vous pourrez laisser les deux aimants commencer à s'attirer l'un par l'autre, à être attirés l'un par l'autre, et vous pourrez laisser les deux mains commencer à se rapprocher. Et le top départ peut être maintenant. Juste top, vous pouvez laisser vos mains se rapprocher, et vous savez, commencer à imaginer la sensation que ça va faire. Vous pouvez fermer les yeux en même temps. La sensation que ça va faire au moment où les deux mains vont se toucher. Vous savez, juste à l'instant où les deux mains vont entrer en contact. Et quelle sensation il va y avoir à ce moment-là? Est-ce qu'elles seront plutôt tièdes? Est-ce qu'elles seront plutôt chaudes? C'est intéressant parce que je vois déjà dans la salle, et je sais que c'est quelque chose qui arrive parfois, qu'il y en a qui ont les mains qui s'écartent. Comme si les deux aimants ils se repoussaient. Donc dans ce cas, vous pouvez continuer à vivre ce phénomène, qui est un phénomène hypnotique aussi. Ou si vous le souhaitez, vous pouvez retourner un des deux aimants et laisser les deux mains se rapprocher. Et au fur et à mesure que ça se fait, que vous sentez ces mouvements qui se font automatiquement, simplement vous savez avoir comme une certaine envie de sentir ces deux mains se toucher. Comme un truc qui ferait que, à l'instant où ça va entrer en contact, ce serait hyper satisfaisant. Et au moment où les mains sont dans la position où elles se touchent, là, vous pourrez baisser les mains et reposer tranquillement. Et en attendant, c'est vrai que je sais qu'il y a comme une petite frustration, mais je vais vous demander d'être un petit peu patient encore. C'est cette frustration qui fait qu'on a très envie que les mains se touchent, qu'elles entrent en contact. Juste de résister encore quelques instants à ça, et puis au bout d'un moment, simplement de vous laisser aller et d'autoriser le mouvement à se faire. De laisser les bras simplement continuer à se rapprocher et être attirés l'un par l'autre ou à se repousser pour ceux qui préfèrent. C'est ce qu'ils arrivent dans une position où ce soit suffisamment confortable pour vous, pour que vous vous autorisiez à ce moment-là, à vous dire que c'est ok, que vous avez suffisamment vécu l'expérience. Et puis pour ceux que ça aiderait, pour ceux qui en auraient envie, si vous le souhaitez, vous pouvez imaginer qu'il y a d'autres choses qui vont venir encore rajouter aux deux aimants. Parce que ce qui est intéressant avec deux aimants, c'est vrai, c'est que plus ils se rapprochent, plus ils sont attirés l'un par l'autre.
On pourrait aussi imaginer qu'il y a, vous savez, comme une sorte d'étau qui va rapprocher les deux mains. Ou simplement les mains de quelqu'un qui va venir rapprocher vos deux mains en les poussant l'une contre l'autre. On pourrait même presque imaginer que c'est comme s'il y avait quelque chose de très précieux ou très positif entre vos deux mains et que vous vouliez juste bien le tenir, pour tenir confortablement. Et puis, simplement, une fois que vous aurez fait ça, vous aurez bien senti les mains qui se sont déplacées. Vous pourrez juste prendre le temps de revenir peu à peu ici maintenant, pour ceux qui sont un petit peu plus partis que les autres. Émerger complètement jusqu'au moment où, avec le changement de ton de ma voix aussi peut-être, et le changement de rythme de mes mots, vous allez juste vous reconnecter avec ce qui vous entoure et puis vous préparer à séparer les mains. Et enlever simplement l'étau, les mains qui les peuvent rapprocher si vous les aviez imaginées, ou les deux élans. Du coup, j'ai attendu que tout le monde ici ait vécu les mains qui se rapprochent. On pourrait en rajouter, hein, ça pourrait durer plus longtemps. Peut-être que dans les gens qui ont vu la vidéo, il y en a qui ont leurs mains qui ne sont pas suffisamment rapprochées ou pas rapprochées, peut-être c'est possible. Donc là encore, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas réceptif ou ce genre de choses. C'est juste que là, c'est une séance de groupe, et en plus que là, vous êtes à travers un ordinateur, et donc il y a certaines personnes qui sont plus dans l'expérience finalement quand ils sont vis-à-vis de quelqu'un. Et puis en plus, quand on fait une séance à quelqu'un en particulier, moi j'aime bien toucher les mains souvent. Il y a des contacts aussi qui se font, et puis il y a une différence aussi après peut-être de relation en fait avec la personne, parce que là je me doute qu'à travers une vidéo il y a moins de relation que quand je suis vis-à-vis de quelqu'un. Une des choses que j'aime vraiment beaucoup faire en hypnose de rue, c'est, vous savez, à la fin de la séance, au moment où on fait le réveil et où la personne du coup sort de l'état hypnotique, c'est simplement faire un cadeau hypnotique en fait. Donc un cadeau hypnotique, c'est quoi? Alors oui, on pourrait imaginer un peu n'importe quoi quand on dit ça. Cadeau hypnotique, c'est simplement laisser un outil à la personne qui va lui être utile ou qu'elle pourra réutiliser a posteriori. Donc ça peut être par exemple ce qu'on appelle des ancrages. Un ancrage, c'est simplement un stimulus, donc ça peut être une image, un toucher, ça peut être n'importe quoi, qui va déclencher quelque chose. Donc typiquement, ça va être la personne touche son bras et elle ressent du bien-être. Voilà, c'est quelque chose qu'on peut faire. Donc ça, elle va pouvoir le revivre, même en dehors de la séance d'hypnose. Donc par exemple, je sais pas, le lendemain, si elle sent elle a un petit coup de mou, tout ça, hop, elle va réactiver ça en touchant son bras. Sans être en état d'hypnose, hein, c'est pas gênant, on peut laisser le cadeau post-hypnotique, en fait, on appelle ça. Et hop, du coup, la personne va se sentir bien, ou voilà, ça peut être un ancrage de. Moi, des fois, quand je fais des séances un peu vers la fin de la saison d'hypnose de rue, quand il commence à faire un peu froid, ou même en hiver, que je fais ça en intérieur, je fais des ancrages de chaleur. Tu sais, la personne elle se touche à un endroit, et puis il y a une sensation de chaleur qui monte en elle, et du coup, elle se sent. Est-ce que tu pourrais le faire avec le bouton du rire? Bah, avec le bouton du rire, tu pourrais le faire. Après, moi, ce que je me dis, c'est que, tu vois, quand je fais des cadeaux hypnotiques, j'essaie de faire en sorte que ça. Mais tu me diras, le bouton du rire, pourquoi pas? Non, ça peut faire sourire dans la journée. Tant que c'est la personne qui se l'active elle-même et que c'est pas, tu sais, les copains qui appuient sur le bras, bien tu sûr. rigoles. Voilà, c'est un peu plus. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de laisser un cadeau hypnotique qui fasse que la personne soit OK avec. Et d'ailleurs, je mets toujours une sorte de fusible, c'est que je propose que ça se mette en place de manière positive pour la personne et que ça évolue comme ça a besoin d'évoluer pour elle, tu vois. De sorte à ce que ça regroupe un peu tout. Et comme ça, la personne vit ce qu'elle a envie. Donc ça peut être ça peut être plein d'autres choses, hein. Ça peut être retrouver l'état hypnotique. Et du coup, donc des fois, oui, je laisse la personne retourner dans la transe comme ça lui convient. Donc ça peut être une transe énergique, dynamique, hein, pour les sportifs, tout ça. Ça peut être une transe un peu plus posée, un peu plus calme, pour des sportifs aussi parfois, mais pour tout le monde en fait. Hein, en fait, on juste poser un petit ancrage. Là encore, hein, je pense que c'est important de le redire. Et c'est un des trucs les plus importants, je pense, pour les hypnos de rue, qui devrait être un des trucs les plus mis en avant partout en fait. C'est que l'hypnose de rue, c'est pas de la thérapie. T'es formé en hypnose de rue, t'es pas formé en thérapie. Et c'est vrai que des fois c'est tentant. Quand t'es là et t'as l'impression, tu te dis, mais attends, je lui fais oublier son prénom, et je peux pas lui faire oublier son ex ou arrêter de fumer. Bah non, parce qu'en fait la thérapie ça marche pas comme ça. C'est pas du tout la même chose, c'est pas les mêmes façons de procéder. Et en fait, pour une raison très simple, hein, c'est que par exemple, bon là encore il y a des débats autour de ça, mais imaginons que vous faites, si vous êtes en train de faire un arrêt du tabac, vous faites vous aidez quelqu'un à arrêter de fumer sous hypnose. En fait, si vous travaillez sur l'arrêt du tabac pur, si juste vous enlevez la cigarette, par exemple en disant que la cigarette ça dégoûte la personne ou ce genre de choses, il y a un risque qui est ce qu'on appelle le déplacement de symptômes.
avec le déplacement de symptômes, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que quand on arrête de fumer, on grossit. En fait, quand on arrête de fumer, on grossit pas. Enfin, il n'y a pas de lien de causalité qui fait qu'on arrête de fumer, hop, on grossit. C'est pas comme ça que ça fonctionne. En fait, c'est que la personne, le tabac, elle pouvait potentiellement, c'est pas toujours le cas, mais elle pouvait s'en servir comme d'une béquille. Vous savez, le tabac, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est la petite pause dans la journée ou le truc qui va faire qu'on se sent bien, ou qui, je sais pas, voilà, ce qui permet de discuter avec les collègues, ou j'en sais rien, ce genre de choses. Et ben, la personne va venir après compenser par autre chose, soit par, je sais pas, prendre du poids parce que elle va avoir l'impression que ça la protège un peu de l'extérieur, même si c'est inconsciemment, quoi. Ou par grignoter, du coup, au moment où avant elle prenait des cigarettes, ou ce genre de choses, en fait. Et c'est ça qui va venir faire du déplacement de symptômes. Ça peut être ça, mais ça peut être autre chose, hein. On a des déplacements de symptômes qui sont complètement... C'est dingue, en fait, mais c'est comme si l'inconscient, ou la partie inconsciente responsable de ça, cherchait à s'exprimer et à exprimer quand même ce qu'elle souhaitait exprimer à la base. Et comme elle veut exprimer un truc, soit qui va pas, soit qu'elle veut dire, soit que voilà... ce truc-là, il est exprimé d'une autre façon. Des fois, ça donne des gens qui ont de l'eczéma, des fois, ça donne des gens qui ont une paralysie qu'on dit psychosomatique. C'est une paralysie qui n'a pas de cause physique et qui va avoir lieu quand même. Enfin, on a plein de choses comme ça qui arrivent, et ça, c'est un truc qu'il est important de faire connaître aux hypnos de rue, qui se forment en autodidacte notamment, c'est que la thérapie, c'est quand même autre chose. Et il y a un moment où c'est très systématique dans beaucoup de cas, il y a des hypnos de rue qui à un moment se sentent tout puissants. Il y a ce truc-là, en fait, je ne saurais même pas l'expliquer, souvent j'ai vu ça chez beaucoup de gens. Bon, après ça dépend vraiment des tempéraments évidemment, et ça dépend comment ils ont été formés, mais notamment chez des gens qui sont en autodidacte, il y en a beaucoup à un moment qui se sentent tout puissants, comme si en fait voilà, ils font de l'hypnose et autour d'eux très souvent il n'y a personne qui fait de l'hypnose, donc ce qu'ils savent faire, personne d'autre sait trop le faire autour d'eux. Et à un moment, il y a ce truc de ouais, mais en fait, je peux faire plein de trucs avec le cerveau des gens, et du coup, je peux leur faire du bien, et je peux faire plein de choses pour eux. Mais là, c'est un peu comme la maman qui disait n'aie pas peur à son fils pour l'araignée et qui renforce la phobie. Le risque, c'est d'aller créer des choses plus négatives que positives chez la personne en voulant l'aider. Et en plus, il y a plein d'autres choses, plein d'autres techniques finalement qu'on apprend en hypnothérapie, qu'on ne connaît pas en hypnose de rue, quand on fait juste de l'hypnose de rue. Et c'est important de le savoir et de le garder en tête en tout cas. C'est pas de se former dans ce cas-là. Ou de se former, en hypnothérapie carrément, ou de se former. Mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément conscience de ce qu'on connaît pas. Et si personne nous l'a dit, ou si on l'a pas lu quelque part, voilà. Mais moi je dirais que c'est la petite mise en garde, on va dire en quelque sorte, que je mettrai en avant vis-à-vis des hypnotiseurs de rue, quoi. Moi, ce que je peux vous inviter à faire, si vous voulez, du coup, là, donc, je m'adresse plus aux gens qui voient en visioconférence, mais c'est valable pour vous aussi. C'est vous pouvez venir le mercredi, si vous rejoignez le groupe Hypnose de rue. Donc, il y a quelques questions où on vous demande pourquoi vous vous intéressez à l'hypnose, voilà, parce que sinon, on filtre un petit peu. C'est un groupe Facebook, c'est ça, et on filtre un petit peu parce qu'il y a des comptes un peu étranges, des fois, qui rejoignent en mode pour faire un peu n'importe quoi, mais comme sur Facebook, il y a beaucoup de ça. Et du coup, donc, une fois que vous avez répondu aux petites questions, vous pouvez rejoindre, et dessus, il y a 2 ateliers qu'on met en place, donc c'est totalement gratuit. Le premier, c'est tous les mercredis soirs, on fait des séances d'hypnose de rue qui derrière sont coachées, débriefées, où en fait on fait un retour pour que les personnes puissent s'améliorer. Donc l'idée, c'est que même les gens qui se sont formés en autodidacte puissent progresser aussi à travers ça. Donc c'est pas non plus un lieu de formation, mais c'est un lieu où on progresse, on va dire.